On repart, les amis, on repart. On reviendra peut-être sur le... Mais en fait, je voulais être sûr d'avoir le temps... parce que j'ai beaucoup aimé le titre de l'opinion. On va voir d'ailleurs MEDEF, donc campagne électorale, hein, MEDEF, l'angoisse au lendemain du premier tour. Voilà, hein, on a enlevé, il y avait une chouette photo de Geoffroy Roux de Bézieux, angoissé, mais bon, c'est pas grave, vous irez voir l'opinion. Donc, en 2017, Pierre Gattaz avait clairement pris position pour Emmanuel Macron. Aujourd'hui, écrit l'opinion, rien n'est tranché. Donc on est dans l'hypothèse évidemment d'un second tour Emmanuel Macron-Marine Le Pen. La décision sera prise par le Conseil exécutif du 11 avril. Aujourd'hui, il n'y a plus de réels épouvantails économiques dans le programme de Marine Le Pen, si ce n'est les relations européennes, réforme de Schengen, contrôle national des marchandises aux frontières, réduction de la contribution française au budget de l'Union, primauté du droit. Bref, la CFDT... Alors elle, c'est clair, dit l'opinion, elle appellera à faire barrage à l'extrême droite, quel que soit le candidat en face. La CGT, beaucoup plus ambiguë, un peu comme le MEDEF, ne s'est pour l'instant toujours pas prononcé. C'est vachement intéressant. C'est intéressant. Alors j'y vois plus un mouvement de, je dirais, un coup stratégique pour de la négociation avec Macron. Parce que j'imagine pas que le MEDEF, in fine, alors si c'est par exemple Marine Le Pen face à Macron, j'imagine pas le MEDEF appelé à voter Le Pen. Il faut quand même pas y exagérer. Non, mais pas se prononcer. Mais de dire, voilà, vous n'avez pas suffisamment, votre programme ne va pas suffisamment dans notre sens à nous, donc faites encore, des promesses peuvent être encore formulées, hein, voilà. Donc c'est peut-être, j'y vois plus de la négociation. Ouais. Je pense que ce soit Zemmour, Mélenchon, second tour, ils appelleront quoi qu'il en coûte à voter Macron. Si c'est Pécresse, ça c'est une autre affaire. Mais, voilà. Ah non, l'idée c'est Marine Le Pen. C'est Le Pen, voilà. Il y a une question qui est probablement une question interne aussi, en particulier du côté de la CGT, qui est où vont les troupes, où votent les troupes au premier tour. Absolument. C'est en réalité, là, je pense à la difficulté. Comment est-ce que je me coupe ou pas de personnes qui auront voté et potentiellement ne se prononceront pas du coup. Oui. Ils peuvent ne pas se prononcer. Parce que le MEDEF, c'est autre chose. Hein. Là, moi, je parlais du MEDEF. Mais tu as tout à fait raison. Pour le syndic. Le MEDEF. On a beaucoup décrit une masse de petits patrons sur les ronds-points des Gilets jaunes. Hein. Ah oui. Bah oui. C'est pas aussi simple. Oui, tout à fait. Donc, le sujet d'ailleurs est encore plus pour la CPME. J'aimerais bien. Il n'était pas évoqué dans cet article de l'opinion. Non. Mais la CPME connaît encore plus cette difficulté, cette représentation, cette orientation du patronat vers les différents candidats. Oui. Mais c'est quand même très surprenant parce que. C'est quand même clair que le programme de Macron aujourd'hui et celui d'hier, il est pro-entreprise. Et même dans une démarche de négociation. Même à supposer qu'il y a encore des choses à négocier. Oui, c'est ça. Beaucoup de mesures ont été mises en œuvre quand même ces 5 dernières années. Bon, supposons il y a encore des choses à négocier. Mais par rapport au programme de Marine Le Pen, que je ne qualifierais pas de pro-entreprise, si on va dans les détails, et vous avez signalé quand même un certain nombre de mesures qui sont clairement anti-européennes, anti-croissance, enfin anti-tout. Ouais, mais tu sais, Hélène, donc, en fait, c'est très perturbant, je trouve. C'est l'histoire de taille d'entreprise, comme tu disais. Parce que la très petite entreprise, elle peut se sentir protégée dans un espace fermé. Au contraire des grandes entreprises qui ont besoin de mondialisation, qui ont besoin de tout ça. Donc, le petit artisan, peut-être que lui, il est séduit par le discours de Marine Le Pen qui dit « Je vais vous protéger, je vais pas fermer les frontières, mais réimposer des taxes, etc. » Enfin, quelque chose de moins ouvert. Donc, c'est une histoire de taille d'entreprise aussi, potentiellement. Et puis, les histoires européennes, Hélène, c'est vraiment l'endroit où on peut à peu près dire n'importe quoi sans conséquence. Tu vois, dans les deux sens d'ailleurs. Hein. De la même façon, Emmanuel Macron, je vais refonder le pacte européen, etc. Tu vois, Maastricht, t'en sais rien en fait. T'as consulté personne, tu sais absolument pas si tes partenaires sont disposés à faire ça. Mais tu peux le dire, ça n'a aucune conséquence. Et je pense que dans l'autre sens, c'est à peu près pareil. Moi, il se trouve que c'était avant-hier, je ne vais pas vous dire qui, mais réunis pour discuter avec eux, un certain nombre de patrons de plutôt grandes entreprises. Globalement, leur discours, c'est de dire, écoutez, l'Amérique a digéré Trump. Donc nous, on digérera Marine Le Pen. Il n'y a plus du tout, si vous voulez, voilà, c'est vraiment un témoignage. Soit élu, faut arrêter. Non, peu importe, mais il n'y a plus du tout
l'angoisse qui pouvait les étreindre en 2017, surtout qu'en 2017, on avait quand même la perspective du second tour, Le Pen-Mélenchon. En 2017, surtout, il y avait l'ambiguïté sur la situation vis-à-vis de l'euro. Ouais. C'est ça aussi qui a changé, je pense, qui contribue Alors, il y a à quand même un peu enlever tension. l'angoisse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quand même un petit peu de tension sur la dette française. Oui, voilà, avec les derniers sondages qui sont sortis, les marchés sont réveillés un petit peu face à ce risque. Ouais. Peut-être une différence quand même entre Trump et Le Pen. Le Pen, c'est la France, on est en Europe. Et les positions anti-européennes de Le Pen, à mon sens, pourraient quand même avoir plus d'impact, parce que Trump, c'est les États-Unis, en quelque sorte, il appartient à personne, il ne fait pas partie d'un groupe, c'est un tout. Et j'ai le sentiment que... Là, la deuxième économie de la zone euro, tu veux dire cette dimension-là, elle est loin d'être négligeable. Oui. Bon, enfin, en tout cas, c'est intéressant. L'angoisse du MEDEF au lendemain des... Juste, je ne t'ai pas posé la question, parce que c'est une des grandes spécialités de Denis, les impôts de production. La CVAE, le choix de la CVAE fait par Macron, c'est un choix intéressant, il aurait pu faire mieux. Ouais, c'est pas tout à fait le first best, si tu veux. Le first best, c'était la C3S. Qui est tout à fait l'impôt en cascade, qui est un impôt assis sur le chiffre d'affaires, mais qui en fait au premier tour aurait été vu surtout avantageux pour les grandes entreprises. Donc c'était pas vendable. La CVAE a quand même un avantage, c'est que c'est un peu l'impôt qui a remplacé la taxe professionnelle de l'époque. Donc c'est l'impôt qui en fait frappe les facteurs de production, le travail comme le capital. Donc c'est un élément qui augmente le coût. Donc voilà, CVAE, on va dire que c'est second best. Mais c'est pas mal, parce que toute la difficulté, et ça c'est intéressant, sur les impôts de production, c'était d'essayer quand même de cibler ceux qui impactent le plus l'industrie. L'intensité capitalistique, ça c'est pour le coup l'industrie, donc c'est pas mal. Oui, tout à fait. Mais dans ce cas, si on visait l'industrie, dans ce cas, il faut jouer sur le foncier, puisque l'emprise de l'industrie sur le foncier est plus importante que l'emprise d'une société de services. Donc, si tu devais vraiment choisir pour un fléchage industriel, ce serait celui-ci. Après, ce serait l'impôt foncier, la taxe foncière, la CFE. Maintenant, la CFE, elle va poser aussi une question de l'articulation de l'entreprise avec son territoire. Si tu supprimes le foncier, quelle est l'incitation aujourd'hui pour une collectivité territoriale d'accueillir un secteur qui peut émettre des nuisances, à la fois sur la circulation, sur les transports. Non, je suis assez d'accord avec ça. Donc, absolument. Voilà, c'est un peu c'est un arbitrage, on va dire, qui essaye de réconcilier à peu près tout, parce qu'il y a quand même un poids du capital qui est beaucoup plus important dans l'industrie que dans les autres secteurs. Et donc la CVAE, comme elle touche aussi le facteur capital, c'est pas mal. C'est compliqué quand même, ces histoires-là. Non, mais c'est... Non, mais il y a aussi un autre aspect, je pense, qui sur les impôts de production que l'on oublie un peu trop, c'est toujours de se rappeler que d'avoir une assiette qui est située le plus haut dans la formation des coûts de production fait que l'ajustement, il n'est pas pris il n'est pris que par les entreprises. C'est-à-dire que quand vous avez un recul de l'activité, quand s'effondre votre activité, ce qui va souffrir, c'est le résultat. Mais en revanche, votre chiffre d'affaires, il va peut-être faire moins 5, mais votre résultat, il va faire moins 50. Donc quand vous avez une taxation qui est surtout assise sur des taxes, sur des assiettes, sur des bases qui bougent peu, eh bien forcément, vous avez une augmentation du poids des impôts de production au fur et à mesure que la situation se dégrade. Donc comment est-ce qu'on peut penser un peu à un partage, une conciliation de la prise en charge du choc conjoncturel, pas seulement sur les entreprises, mais aussi sur les collectivités territoriales. Et on a déjà répondu, de fait, pendant le Covid. Ça a été, avec tous les dispositifs qui ont été mis en place, d'une certaine manière, essayer de corriger ce biais-là, dans le sens où il y avait une compensation. C'est le merveilleux Jean-Marc Daniel qui, au moment de ce truc qui reste quand même surréaliste de droit à l'erreur, c'est quand même l'administration nous donne le droit à l'erreur. Avait dit c'est plus une usine à gaz en fait, notre système fiscal, c'est une zone industrielle. Et on se perd dans la zone industrielle. Tout le monde se perd dans la zone industrielle. C'est ça le truc. C'est vrai qu'il y a tellement d'empilements. Non, puisqu'on parle de ça, justement, donc le quoi qu'il en coûte énergie, on a dit un mot. Le gouvernement, alors d'abord, il semble pas avoir de limite. On en est à 40 milliards là. Ça va être ça. Et là, avec les syndicats d'EDF sont quand même en train d'attaquer l'État devant le Conseil d'État. Et la direction d'EDF elle-même se pose la question de savoir si... Enfin, tu vois, on est dans cette situation-là. Je veux dire, c'est légitime et on privilégie les ménages. On semble privilégier les ménages par rapport aux entreprises. Comment est-ce que vous analysez ça ? Pouvoir d'achat.
Pouvoir d'achat, non mais c'est, bon, disons-le, c'est électoraliste, mais est-ce qu'on a raison de faire ça macroéconomiquement? Est-ce que c'est une bonne utilisation de nos deniers publics? Non, tu dis non, Denis? Enfin, je ne suis pas tout à fait convaincu de la pertinence de la mesure pour le faire dans la litote. C'est ça, c'est 18 centimes de baisse sur l'essence, que tu prennes ton 4x4 pour aller à Deauville ou que tu prennes ta voiture d'occasion pour aller à Saint-Denis et aller bosser, tu as la même chose. Est-ce que c'est véritablement le même usage? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une dépense dont on pourrait se passer un petit peu plus, ou en tout cas... Enfin, cibler le truc, quoi. En fait, dans ce genre, c'est toujours le difficile arbitrage entre trouver la mesure ciblée parfaite, mais qui met genre 3 mois à être mise en œuvre. C'est ça. Et à être bien ciblée, toucher le bon public, et la mesure rapide et symbolique à mettre en œuvre. Et là, je crois que la ristourne sur les carburants, elle est symbolique, elle est hyper rapide à mettre en œuvre. Elle parle, je pense, aussi aux gens. Et c'est vrai qu'en revanche, elle n'est pas du tout ciblée. Et l'autre souci, l'autre point négatif... C'est l'argument que Castex avait mis en avant, c'est que c'était trop long à mettre en place, en fait. Donc là, il fallait, on va dire, agir vite. Alors moi, je resterai sur le terrain économique parce que ça paraît nécessaire d'agir vite sur le terrain économique, d'envoyer des signaux de confiance, de soutien à la croissance, que ce soit par le pouvoir d'achat ou au niveau des entreprises. Donc tu dis qu'économiquement, c'était nécessaire de faire ce geste-là. Ça me paraît nécessaire. Effectivement, ça me paraît nécessaire. Et surtout que, alors ok, les ménages, ils vont beaucoup à la pompe, mais les petits artisans aussi, dont on parlait tout à l'heure, les petits patrons et tout ça. Donc tous ceux qui sont dans des fourgons utilitaires, ça peut tout à fait leur être bénéfique. Le point négatif que je vois dans cette mesure-là, c'est que ça n'envoie pas, le bon signal prix. C'est que ce faisant, on soutient la demande, et en soutenant la demande, entre guillemets, on empêche le prix du pétrole de baisser plus nettement, puisqu'on est toujours dans cet équilibre offre-demande un peu tendu. Mais en même temps, je comprends que sur le plan économique, on essaye de faire quelque chose. Oui. On pointe du doigt là un écueil qui est en fait très récurrent entre la vision de l'économiste et celui du politique. C'est-à-dire que l'économiste, il trouve que ce serait plus efficace de faire du ciblage, que ce soit pour un impôt de manière générale et puis là pour une aide. Il y a certains métiers, les aides à domicile qui sillonnent la France avec leurs voitures sur les départementales, les taxis, les transporteurs, etc., ont besoin d'une aide, et aussi les ménages les plus modestes ont besoin d'une aide ciblée, contrairement au propriétaire du 4x4 qui va à Deauville, comme tu dis. C'est tout à fait vrai. Et puis le politique qui, lui, finalement, avec une même enveloppe, il préfère arroser plus de monde parce que c'est une mesure électoraliste. Oui, mais c'est pas souvent ce que nous dit Hélène. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce que me dit Hélène. C'est-à-dire, Hélène nous dit, s'ils n'avaient pas fait ça vite, parce que ta mesure de ciblage, elle prend du temps. Elle prend du temps. Et il y en a déjà eu, le chèque énergie, le chèque inflation. La dynamique, quoi. Ok, mais une fois ce premier soubresaut passé, ensuite, il conviendrait de faire du ciblage. Et moi, je pense qu'il n'aura pas lieu pour des raisons électoralistes. Mais c'est toujours comme ça, et c'est comme ça. Quand tout non, mais même avec... Là, tu vois, ils auront le temps là, de nous faire un truc cool. Ce qu'il faut faire et ce qui manque, c'est, une fois encore, en fait, accélérer la transition énergétique et envoyer des signaux, tous les signaux que vous voulez pour booster ça. Et donc diminuer notre dépendance aux énergies fossiles, à la bagnole, à la voiture. Enfin, voilà. Non, si elle est électrique, tu diminues ta dépendance. Le leasing, parce que vous n'avez pas vu ça, moi j'ai regardé. Alors, il se trouve qu'en plus, Mais la mesure n'est pas inintéressante, effectivement, passionnante. Pour pousser le développement de la voiture électrique, parce que ça reste quand même assez difficile d'accès pour les plus modestes. Donc développer un système de location, pourquoi pas. On ajoute ce qui sert assez peu. Alors on faisait, allez la regarder d'ailleurs si ça vous intéresse, la semaine dernière, une émission spéciale automobile, malheureusement avant les chiffres du CCFA, mais enfin François Roudier qui était là nous avait laissé entendre que les chiffres n'étaient pas bons. Et ce qu'on sait peu, c'est que les deux principales banques françaises, alors en l'occurrence votre concurrente Société Générale est le premier loueur de véhicules d'Europe, que BNP avec Arval est un loueur de véhicules. Donc en plus vous savez faire, quoi. C'est-à-dire ces histoires de leasing, c'est vrai que vous dites mais à qui appartient la voiture? Est-ce qu'elle appartient à la banque? Est-ce qu'elle appartient à l'État? T'inquiète, tu demandes à BNP, tu demandes à la Société Générale, pour le coup ils savent faire, on est d'accord là-dessus, Hélène. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose à tenter de ce point de vue-là. Je suis incapable de dire si c'est la mesure la plus efficace. Je pense que c'est l'isolation des logements est quelque chose de plus efficace en termes de diminution de notre empreinte carbone. Ouais, mais t'as pas les et sur la manière dont on se déplace, là, si très vite après le deuxième tour, on réengage et on met un coup d'accélérateur sur la décarbonation de l'économie française, parce que en quelque sorte, ça réglerait les problèmes que l'on a aujourd'hui.
Bon. Non, c'est passionnant parce que le truc, c'est, alors ce que nous expliquait, il se trouve que l'un des interlocuteurs était complètement associé à la Société Générale et à ses réflexions. Le problème, c'est qu'une fois que, j'en sais rien, moi, dans les Vosges, t'auras dit à un gars, il aura effectivement un leasing avec un coût inférieur à ce que lui coûte aujourd'hui l'entretien et il n'a pas les bornes de recharge. Non, mais ça va se faire. Problème, oui. Je peux te dire que les chiffres qu'il nous donnait, il faudrait que je les note d'ailleurs pour vous les donner. Les chiffres qu'il nous donnait physiquement, de nombre, de quantité de bornes qu'il faudrait installer sont impossibles. En fait, Après, on peut recharger chez soi, si on fait oui, on a 200 ou un peu plus kilomètres d'autonomie. Mais à chaque fois qu'on tire un fil comme ça, on se retrouve avec un... Il faut surveiller le prix de l'électricité sur les bornes de recharge. Ah, c'est clair. Oui, l'enjeu, je pense que c'est pas trop le leasing, c'est le coût du carburant, que ce soit de l'électricité ou de l'essence. C'est ça l'enjeu actuel. C'est pas tant le leasing, est-ce qu'on est propriétaire ou pas, ça joue à la marge. C'est vrai qu'il y a une mode pour le leasing, je suis tout à fait d'accord. Grande différence. Attends, oui. Truc qui me passionne. La différence, c'est que le coût du carburant, tu le payes à des producteurs, c'est pas toi. Le coût de l'électricité, en grande partie, reste en France. Mm-hmm. Ah ben ça change tout. Ah, mais là tu parles du modèle voiture électrique versus moteur thermique. Exactement. Tu parles pas de leasing versus propriétaire de sa voiture. Non, mais leasing c'est pour les moteurs électriques que Macron a fait cette proposition de leasing. Non, c'est pour les véhicules électriques. Oui, j'avais pas précisé. Je savais pas. Voilà, j'avais pas précisé. Et donc là, tu as une différence quand même. T'arrêtes d'enrichir la rente Arabie Saoudite, etc. Quoi. Donc il y a un côté symbolique, psychologique. Non, un côté souveraineté, un côté. Enfin, tu vois, si en plus dans une forme de négociation européenne qui elle pourrait avoir lieu, tu récupères quelque chose qui s'apparenterait à des prix de l'électricité qui sont plus proches des coûts de production des différents États. Bon, bah là, tu as quelque chose. La France, avec son parc de centrales nucléaires, est bien positionnée. L'Allemagne, moins. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai que la France, de ce point de vue-là, elle aurait à gagner. Elle aurait à gagner. Mais parce qu'on a une énergie déjà très décarbonée. Tesla a plus de bornes en Chine qu'aux États-Unis, de recharge déjà. Ouais, c'est ça. Denis, pour finir, c'est intéressant, mettre en avant le sujet de l'inclusion, truc qui te passionne. Dis-moi un petit peu, parce que ça, on n'aura pas le temps d'en parler là, mais ça nous rapprochera d'un des sujets qui sera, à mon avis, un des sujets du second tour, qui sera l'histoire RSA, revenu d'activité, enfin voilà, l'histoire des décrocheurs, toutes ces histoires-là. Qu'est-ce qui te passionne dans ce sujet En fait, ça part déjà du constat macro. En fait, c'est très simple. Il y a eu les chiffres de Pôle emploi qui sont sortis hier sur les enjeux de recrutement, enfin, des flux d'embauche qui sont absolument astronomiques qui nous sont promis. Et en même temps, on te dit 3 millions d'embauches, et en même temps, on te dit que 6 embauches sur 10 sont caractérisées comme étant difficiles. Donc, alors, si c'est difficile, où est-ce que l'on va trouver l'armée de réserve ? On va sortir le vieux dictionnaire marxiste. Où est l'armée de réserve ? Absolument. Et l'armée de réserve, en fait, quand tu regardes, quand tu fais la lecture sur 20 ans de la manière dont ont été inclus les différentes catégories de population, tu te rends compte qu'il y a eu comme une forme de trou dans la raquette, mais c'est pas un trou, c'est un gouffre dans la raquette qui s'est installé. C'est ce qui concerne l'emploi des très faiblement qualifiés. Les personnes qui sortent de la formation initiale avec le niveau minimal de formation ou sans diplôme du tout. Et 15% d'une classe d'âge depuis 20 ans. Ouais, c'est à peu près ça. 100 000 gamins depuis 20 ans. Ouais. Non, c'est quand même un solide gâchis. Et quand tu regardes, alors cette proportion, cette population a eu tendance à diminuer parce que, en gros, quand tu prends sur les 20-64 ans, tu avais 15 millions de personnes qui étaient dans la catégorie des non-formés. Maintenant, on est à 9 millions parce qu'en fait, c'est les plus âgés qui étaient les moins formés et qui sont sortis. Mais sauf que notre taux d'emploi de cette catégorie de population a reculé de 10 points en l'espace de 15 ans. Alors que ça veut dire que la situation se dégrade. Leur situation se dégrade. Ils sont de moins en moins dans le marché. Par les départs à la retraite. Ouais, tout à fait. C'est ça. Okay. Et comme ils sont de moins en moins nombreux, on s'y intéresse de moins en moins. Ouais, mais en réalité, l'armée de réserve, elle est là. Il n'y a aucun autre pays européen qui a connu un recul de ce taux d'emploi des non-qualifiés. Et quand tu regardes le taux d'emploi des non-qualifiés ou des faiblement qualifiés par rapport à ceux qui ont au minimum une licence, tu as 43 points d'écart de taux d'emploi. Il n'y a aucun pays en Europe qui a un gap aussi important. En gros, le diplôme te garantit l'accès à l'emploi. C'est ça. Pas forcément au niveau que tu espérais, parce que quand tu regardes sur 20 ans, en gros, tu as les bacs plus 5, c'est plus 80% en l'espace de 20 ans. Les postes de cadre auxquels tu peux aspirer en sortant d'un bac plus 5, c'est plus 38%. Donc, tu as une déformation de la structure des diplômes, mais qui n'a pas été accompagnée dans l'économie par une déformation de la structure des qualifications.
ou en tout cas, elle n'a pas suivi au même rythme. Et donc, tu as à la fois un risque de frustration de ceux qui ont obtenu un diplôme, mais qui ne se trouvent pas valorisés dans l'emploi à la hauteur de ce à quoi ils aspiraient, et tu as un défaut d'inclusion, parce qu'en réalité, tu mets de moins en moins dans l'emploi les personnes qui n'ont pas le niveau de formation initiale. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le sujet sur l'emploi qui est le plus important, parce que, je reviens à mon point de départ, on a un problème de production. On n'arrive pas à produire. Et où est-ce qu'on va trouver Hélène parlait de l'isolation des logements. Il n'y a pas les bras pour l'isolation des logements. Je racontais hier que, expérience vécue, le rendez-vous qu'on vous donne pour faire isoler votre logement, c'est dans 1 an et demi. Si vous vous adressez à une entreprise sérieuse. Voilà. Et la dynamique favorable qu'on voit sur l'apprentissage là, depuis quelques temps, est-ce que ça pourrait aider à répondre un peu au point Oui, ça en fait partie, parce qu'effectivement, là, les pas chiffres... suffisant en masse, mais En masse, déjà, dans l'apprentissage, tu as quand même une bonne partie des alternants qui sont des alternants de master, des alternants de licence. Mais oui. C'est là où ça s'est quand même beaucoup développé. Ouais. Mais, Et puis tu vas pas les taper dans le stock. Ouais. Et puis, c'est des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui ont été durablement éloignées de l'emploi. Enfin, quand tu es à 38% de taux d'emploi pour les non qualifiés, sur les 20-64 ans, 38%, c'est rien. Et donc, comment est-ce que tu fais revenir, non pas les 62, tu n'arrives jamais à 100% de taux d'emploi, c'est une catégorie de population, mais comment tu fais revenir, mettons, 20 points de taux d'emploi, ce qui nous mettrait à peu près au niveau de l'Allemagne, ça veut dire que tu dois faire des efforts de formation, ça veut dire que dans les entreprises, tu dois accompagner un public qui est spécifique, qui a été durablement en dehors de l'emploi. On sait que ça prend plus de temps pour les requalifier, pour les réhabituer aux régularités que suppose un emploi. Mais enfin, c'est pas ça prend plus de temps, il faut des moyens considérables. C'est-à-dire, en plus, le serpent se mord la queue. Il faut quoi, Denis ? Il faut, parce qu'on en parle depuis 2-3 jours autour de l'histoire du RSA. T'as un agent formé spécialisé qui peut accompagner quoi ? 3-4 de ces personnes, grand maximum. Ouais. Parce qu'il faut aller les chercher le matin. On va le chef pas d'entreprise le chef d'entreprise qui doit l'accompagner également, c'est un investissement aussi pour les entreprises. Mais t'as pas le contrat d'engagement aussi qui a été voté, initié là, il n'y a pas longtemps et qui était censé répondre précisément aux difficultés donc, de ces gens sans emploi, sans formation, sans éducation, avec de l'accompagnement. Mais l'accompagnement, tu vas le chercher où ? C'est des effectivement centaines de milliers de personnes qui faut aller. Tu comprends ? C'est là où le truc est... Le serpent se mord la queue, et c'est vrai que Denis a raison. Tu as l'impression que tu es face à un mur, à une fatalité que tu n'arriveras pas à surmonter. En plus, on a eu la facilité de se dire on ne va pas les embaucher, ceux-là, de toute façon, c'est pas grave, j'arrive à peu près à pourvoir tous mes postes. Quand bien même, je génère de la frustration chez ceux qui sont très diplômés, qui ne sont pas employés à la hauteur de ce à quoi ils aspiraient. L'exemple, c'est les licences. Quand tu regardes les enquêtes génération, les gens qui sortaient il y a 20 ans avec un niveau licence, 25% se trouvaient sous-qualifiés. La dernière enquête génération disait que c'était 50%. Tu sais, c'est cette histoire drôle qui n'est pas drôle. La dernière fois que j'ai parlé à un licencié en histoire de l'art, c'était pour lui commander un Big Mac. Ouais. Voilà. Et si on parle aussi des ressources qui manquent, l'idée de fusionner Pôle emploi, les missions locales, France Travail, on pourrait l'appeler. C'est le nom qu'il a donné, je ne sais plus. Est-ce que ça pourrait permettre, en fusionnant toutes les ressources, toute la main-d'œuvre, de pouvoir plus se démultiplier sur le terrain et de répondre à ce problème On a quand même un niveau de chômage qui est quand même plus bas aussi. Le niveau général du chômage est plus bas. Donc tu peux dégager aussi de la ressources. Quand on était à 3 millions de chômeurs et que là on est revenu à 2,2 millions, c'est plus tout à fait la même chose. Jérôme ? Oui, alors pour l'apprentissage, il y a quelque chose de très vertueux avec l'apprentissage, c'est que je dirais que ça informe les jeunes qui, après le bac, qui rentrent à l'université, de savoir dans quelle filière ils vont aller. Autrefois, l'université était complètement hermétique au monde de l'entreprise et il n'y avait pas cet apprentissage. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que les étudiants voient que ceux qui vont dans des parcours qui sont valorisés par le marché du travail peuvent bénéficier d'études subventionnées, parce que l'apprentissage, c'est ça aussi. En plus, il y a une rémunération derrière, il y a une embauche. Et potentiellement, les jeunes sont un peu moins enthousiastes à aller dans des filières du type... Parce que quand on sort diplômé d'un bac plus 5, oui, mais si c'est en anthropologie... dans le monde de l'entreprise française actuellement, on ne se bat pas pour recruter des bac plus 5 en anthropologie. Donc, c'est des gens qui vont pourvoir des postes à bac plus 3, bac plus 2, etc. Et donc, on assiste à ce goulet d'étranglement, ce qui fait qu'au niveau du SMIC, on a des bacheliers et ceux qui n'ont pas le bac, ils ont déjà du mal à arriver. Ils n'entrent pas. C'est tout ça. Donc, il y a tout ce goulet d'étranglement qu'il faut désengorger et ça passe notamment aussi, à terme, par le tarissement à la source, c'est-à-dire de mieux orienter les jeunes d'emblée, de leur donner
les bonnes incitations. Et l'apprentissage fait cela. Parce que comme tu dis, on manque de bras, on manque de plombiers, on manque de tout en fait. Enfin, on manque de beaucoup de choses face à beaucoup de chômeurs qui sont... Donc si je comprends bien, ça veut dire que même si l'apprentissage bénéficie pas mal aux diplômés, par le canal que vous venez d'évoquer, c'est plutôt... Je pense qu'il envoie un ça va dans signal le bon très sens. fort Ok. à des jeunes qui autrefois se disaient juste « je vais faire les études qui me passionnent le plus Ouais. ». Et maintenant, ils voient immédiatement les répercussions qu'il y a Ouais, en très matière juste. de potentielle employabilité. Voilà. Voilà. Et on ajoute, alors, mais là, on n'est plus sur mais autour du lycée professionnel, l'idée, toujours du même, de rémunérer les stages qui seraient faits dans les lycées professionnels, dans le cadre d'un grand bing-bang de l'enseignement professionnel, va aller dans le sens que décrit Jérôme. Il y a un moment, tu sais que si tu fais ça, tu vas commencer à pouvoir un peu gagner ta vie. Voilà. Donc il y a là effectivement des choses intéressantes. Oui, il y a quelquefois, il faut faire de nécessité et vertu. C'est ce qui s'est passé dans le secteur de la construction, je le trouve quand même tout à fait saisissant. Le secteur de la construction qui recourait quand même beaucoup au travail détaché quand il y avait un déficit de main-d'œuvre pour faire des chantiers. Au moment du Covid, les travailleurs détachés sont partis, ils ne sont pas revenus. Et pour autant, l'emploi dans la construction, il est supérieur aujourd'hui à ce qu'il était avant la pandémie. Donc c'est bien qu'on a dû aller chercher une population vers laquelle on ne se tournait pas spontanément. Et il a fallu la former, l'accompagner. donc Population en France, donc. En France. D'accord. En France, oui, tout à fait. Intéressant. donc il faut... Non, juste pour terminer, effectivement, tu les citais. Donc l'enquête Pôle emploi Crédoc, c'est ça, enquête Pôle emploi Crédoc. Donc si la guerre en Ukraine ne casse pas la dynamique, parce qu'elle avait été réalisée, elle a été réalisée à la fin de l'année dernière. Donc effectivement, donc c'est ça, c'est 3 millions d'embauches, Denis, mais c'est surtout la moitié des entreprises françaises pensent augmenter leurs effectifs. 71% en CDD de plus de 6 mois et en CDI. Le taux de CDI a pris 12 points en un an, c'est ça? Ouais. Taux de CDI a pris 12 points en un an sur les embauches. Ça illustre bien la dynamique favorable dont on parlait au tout début. C'est la dynamique favorable, mais aussi les difficultés de recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un candidat est tout à fait en capacité d'imposer un CDI à son employeur. Oui, les conditions de négociation salariale, et on reboucle sur notre histoire de boucle prix-salaire. Bon, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur l'impact de la guerre en Ukraine. Voilà. Ça va venir. On verra. Oui, voilà, c'est ça. On refera le point, le mois prochain. Absolument. Merci à vous. Merci à tous. Et donc, on se retrouve demain pour continuer nos débats.